Monde numérique. C'est parti pour le CES de Las Vegas édition 2026. Oui, cette fois, c'est vraiment parti. Le salon a ouvert ce mardi 6 janvier. J'ai visité pour vous le Convention Center, c'est-à-dire le plus grand hall du salon avec les plus grandes marques. Je vous raconte tout dans cet épisode. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises, partenaire de Monde Numérique pour cette série spéciale Las Vegas 2026. Alors la première information, c'est que le LVCC, c'est comme ça que ça s'appelle, Las Vegas Convention Center, a fait peau neuve. Bon, c'est pas ça qui va le plus vous intéresser, c'est vrai, mais ici on en parle, voilà. Toute l'esplanade située devant l'entrée principale du Convention Center a été réaménagée. Les bus qui amènent les exposants vers leurs hôtels par milliers ont été repoussés un peu plus loin. L'ensemble est plus joli. Et je vous dis ça parce que je vous invite à ne pas rater la vidéo que je suis en train de vous préparer. Une visite complète du CES comme si vous y étiez. Ce sera disponible à la fin de la semaine sur la chaîne YouTube et sur le site Monde Numérique. Le LVCC, donc, c'est du lourd. LG, TCL, Hisense, Panasonic, Samsung, Sony, j'en passe, et des meilleurs. Ah non, pas Samsung d'ailleurs, pardon. Samsung fait cavalier seul cette année et a préféré investir des salles de bal du luxueux hôtel Wynn situé un peu plus loin. Mais sinon, les autres sont là, ils occupent le terrain. Des stands gigantesques. On ne peut pas imaginer la taille de ces stands. C'est vraiment le cœur du réacteur de l'innovation technologique, en tout cas de l'électronique de loisirs au sens large. Alors, impossible d'être exhaustif, bien sûr, par rapport à toutes les nouveautés qui sont dévoilées, mais j'ai retenu personnellement des innovations intéressantes en télé, en lunettes connectées, en robots et en mobilité. Alors, on commence par la télé. Si on vous demande ce qu'il y a de neuf en télé cette année au CES, parce que la télé, c'est toujours quand même, ça reste la matière noble, l'une des thématiques principales du CES, eh bien, la réponse tient en 3 lettres, RGB, mais RGB micro-LED. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est une nouvelle technologie sur laquelle tous les constructeurs semblent s'être mis d'accord. RGB, ça veut dire Red, Green, Blue, donc rouge, vert, bleu. Bon, c'est les 3 couleurs de base qui permettent de composer ensuite toutes les couleurs de l'univers. Et micro-LED, eh bien, ça veut dire pas que, en fait, jusqu'à présent, les téléviseurs fonctionnaient avec notamment des mini-LED, donc un éclairage qui impactait des filtres qui eux-mêmes généraient les différentes couleurs, notamment avec le Quantum Dot, etc. Là, avec le RGB Mini LED, eh bien, en fait, le rétroéclairage est lui-même composé à chaque fois de 3 LED rouge, vert et bleu. Et donc, en gros, la lumière est colorée dès sa source. Il n'y a pas de transformation ultérieure. Alors, c'est un standard qui est porté par les plus grands. Samsung, LG, Sony, Hisense sont tous mis d'accord sur cette technique. Et l'avantage, eh bien, c'est une télé, une qualité d'image encore plus belle, bien entendu, avec une pureté des couleurs, une luminosité extrême et puis une réduction de ce qu'on appelle le blooming, c'est-à-dire les halos lumineux qu'on peut encore distinguer parfois ici et là, eh bien tout cela disparaît. C'est effectivement spectaculaire, même si, j'avoue, et je voudrais pas faire mon blasé, mais depuis des années que je viens au CES, chaque année on nous vend une nouvelle technologie d'affichage liée au téléviseur, on commence à avoir un peu de mal à s'extasier. Oui, les images sont magnifiques, maintenant on n'est plus du tout dans le stade de la rupture. J'avoue qu'en tant que vieux de la vieille, j'avais connu le passage des écrans classiques aux écrans plats. Alors là, on était complètement dans un nouveau monde qui s'ouvrait. Bon, là, c'est pas ça. Oui, les écrans sont magnifiques, les images sont sublimes, mais on n'a pas forcément de choc thermique à tous les virages et à tous les stands. Bon, alors c'est quand même intéressant, bien sûr. Et puis on retiendra notamment aussi toujours des efforts sur les tailles d'écran. Ça aussi, c'est un grand classique du CES. S'il n'y a pas le plus grand des plus grands écrans au CES de Las Vegas, ça vaut pas le coup de venir. Et là, c'est Samsung qui marque des points avec son écran de 130 pouces. 130 pouces, ça fait 330 cm, donc 3,30 m de diagonale. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. Vous irez voir ça sur la vidéo. Désolé, j'ai pas le prix si vous envisagez de l'acheter. En tout cas, c'est quelque peu encombrant, je ne vous le cache pas. Et en ce qui concerne le prix, de toute façon, j'imagine que pour l'instant, Samsung ne l'a pas non plus. Donc, performance technique à tout point de vue, au niveau taille, au niveau qualité d'image. Voilà pour la télé, c'est vraiment, encore une fois, la télé depuis toujours, c'est la reine, la vedette du CES de Las Vegas.
Autre tendance cette année, et celle-là on l'attendait, les lunettes connectées. Et oui, avec pas mal de modèles de toutes marques, à la fois des grands constructeurs, mais aussi des petits faiseurs qu'on ne connaît pas forcément, des marques chinoises, etc. Bon, je me suis intéressé à 2 grandes marques de lunettes connectées, à commencer par un certain Meta. Et oui, car Meta mène le bal. Enfin, on sait qu'ils sont très en avance, hein. On se rappelle, il y a quelques mois, la keynote de Mark Zuckerberg qui a présenté la nouvelle version des Ray-Ban Meta, les Meta Display. Eh bien, ça y est, je suis allé les essayer. Je suis ravi. Enfin, j'ai pu chausser ces fameuses lunettes Ray-Ban Meta. Donc, ce sont des lunettes qui sont sur lesquelles, sur le verre de droite, il y a un petit écran intégré qu'on ne voit pas du tout de l'extérieur, que l'on voit uniquement lorsqu'on chausse les lunettes, et un écran qui permet toutes sortes de choses. Donc, on est sur ce qu'on peut appeler de la réalité augmentée, c'est-à-dire des informations qui viennent s'afficher dans le champ de vision. Et c'est vraiment pas mal. Alors, moi, j'ai bien aimé l'ergonomie. J'ai trouvé assez astucieux que l'écran en question soit légèrement déporté sur la droite, ce qui fait qu'on l'a pas en plein dans le champ de vision. Quand vous regardez quelqu'un à travers les lunettes, vous pouvez le regarder en face. Et en fait, l'écran en question est uniquement sur le côté. Comment ça se pilote, ce truc-là? Ça, c'est la vraie innovation. Eh bien, ça se pilote avec un petit bracelet, un bracelet haptique que l'on serre autour du poignet et qui va reconnaître et détecter les mouvements qu'on fait avec les doigts. Donc, il y a 2-3 mouvements à connaître. On clique les doigts, on pince entre le pouce et l'index, ou entre le majeur et l'index pour passer d'un menu à l'autre. Pour naviguer, on fait glisser son pouce sur ses doigts repliés. Ça marche super bien. C'est hyper réactif, c'est assez intuitif. Et puis, on se retrouve à naviguer complètement dans des menus pour accéder à différentes fonctions. Alors, quelles sont-elles, ces fonctions? On peut prendre des photos, par exemple, on peut prendre des vidéos, mais plus intéressant, on peut aussi se faire transcrire en temps réel une conversation. C'est une fonction destinée notamment aux personnes sourdes. Si quelqu'un leur parle, elles peuvent lire en temps réel les sous-titres, hein. Et je l'ai essayé, ça marche super bien. En plus, si on tourne la tête sur le côté, donc c'est-à-dire qu'on ne regarde plus la personne qui nous parle, à ce moment-là, les sous-titres s'arrêtent, donc on n'est pas perturbé, on peut passer à autre chose, etc. Voilà. Et surtout, pourquoi Meta investit le CES? C'est notamment pour annoncer 2 nouvelles fonctions liées à ces Ray-Ban Meta. Le téléprompteur et la messagerie par écriture manuscrite. Alors, la messagerie par écriture manuscrite, en fait, Mark Zuckerberg l'avait déjà un petit peu montré. C'est une autre fonction qui est assez étonnante, c'est-à-dire que sur le poignet où on a mis le fameux bracelet, quand on veut écrire, on peut écrire exactement comme on écrirait avec un stylo sur un papier, et le truc va détecter les mouvements en réalité, mais sans qu'on ait rien entre les doigts. On n'a pas de stylet et on peut écrire en toutes lettres. Alors, j'ai testé dans des conditions un peu particulières, parce qu'en fait, comme j'avais des bracelets à droite que je pouvais pas enlever, on m'a mis le bracelet à gauche, sauf que moi, je suis droitier. Donc, écrire des mots en anglais, en plus, non, il pouvait écrire en français. Avec la main gauche, j'ai eu un peu de mal, mais sinon, ça marchait super bien. Donc, messagerie par écriture EMG, ça s'appelle. On peut désormais, ça c'est la nouveauté en fait, les messages WhatsApp et Messenger, on peut les rédiger avec son doigt sur n'importe quelle surface grâce à ce bracelet qui s'appelle le Meta Neural Band. Et puis, autre fonctionnalité, alors c'est un peu spécifique, mais ça pourra, je pense qu'il y a un véritable marché, c'est le téléprompteur. Un prompteur comme les présentateurs de télé, mais dans vos lunettes. À qui c'est destiné? J'ai envie de dire tout d'abord à des gens qui font des vidéos de manière professionnelle, des youtubeurs ou des présentateurs télé, etc. Mais aussi, et c'est plutôt ça que le marché que vise Meta, le marché des professionnels, des dirigeants d'entreprise qui sont obligés de faire des présentations au public et qui ne doivent pas se rater et qui n'ont pas toujours de prompteur sous la main. Là, avec leurs lunettes, ils pourront, par exemple, faire des exposés et en suivant très scrupuleusement
un script. Alors on peut, pareil, la personne, enfin le public qui est en face ne voit absolument rien, mais en revanche la personne qui porte les lunettes voit le texte qui défile sur la partie droite de son champ de vision, et ça se pilote pareil très discrètement en faisant glisser ses doigts sur la main. Voilà, donc j'ai essayé ça et vraiment j'ai bien aimé. Mais c'est pas tout, il y a encore une autre fonction qui avait déjà été lancée mais qui a été améliorée, c'est la navigation piéton, et ça je pense que c'est ma fonction préférée, c'est ce qui fait que j'ai envie d'avoir ces lunettes. Donc, c'est tout simplement le guidage GPS, on va dire, mais pour les piétons. Et c'est super bien parce que, par exemple, quand on marche dans une ville et qu'on doit suivre un itinéraire, au lieu d'avoir à sortir son smartphone de sa poche tous les 3 mètres pour regarder où il faut aller, eh bien là, on a le truc en permanence dans le champ de vision. Alors, ils sortent ça pour un certain nombre de villes américaines, et uniquement des villes américaines. Et c'est d'ailleurs un peu la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que ces lunettes Meta ne sortiront pas en France, en tout cas pas tout de suite, officiellement, ni en Grande-Bretagne d'ailleurs, enfin dans plusieurs pays européens. Officiellement pour des questions de logistique. Enfin, ils n'ont pas assez de volume pour alimenter le marché, visiblement. Oui, tout le monde ne peut pas s'improviser comme ça avec grands fabricants industriels. Ça arrivera peut-être plus tard, on l'espère. Donc tout cela, malheureusement, on ne l'aura pas en France tout de suite. C'est la mauvaise nouvelle, les Ray-Ban Meta. Mais malgré tout, c'est quand même un truc assez sympa. Bon, il n'y a pas que Meta. Il y a également TCL, par exemple, qui se lance, enfin pas qui se lance parce que ça fait très longtemps qu'ils font des lunettes connectées, et qui a présenté aussi un nouveau modèle. Eux, c'est pareil, ils cherchent à essayer de miniaturiser au maximum pour pouvoir se détacher du smartphone. Parce qu'il faut bien comprendre que ces lunettes connectées, quand on dit lunettes connectées, ça veut dire plein de choses différentes en réalité. Ça peut être ce que je viens de décrire, donc des lunettes de réalité augmentée qui fonctionnent avec une connexion Internet en plus, donc il faut de l'autonomie, donc il faut qu'elles ne soient pas trop grosses, mais malgré tout il faut qu'on puisse loger les batteries, etc. Et puis il y a aussi d'autres modèles de lunettes connectées qui marchent plutôt pas mal, qui sont intéressantes, mais qui n'ont rien à voir, qui sont des lunettes qui vont en fait vous projeter un écran devant les yeux, donc c'est un système de projection personnelle pour quand on voyage ou autre. On est totalement immergé, on a l'impression d'avoir un écran de 10 mètres devant soi, comme si on était au cinéma, alors qu'on est juste assis dans le bus. Et ça marche pas mal. Aussi, c'est un autre concept de lunettes connectées. Les fabricants proposent soit l'un soit l'autre. TCL, j'en parle parce que je les ai interviewés, on les entendra sans doute dans Monde Numérique prochainement, et eux, ils sont un peu sur tous les fronts en même temps. Alors, encore tendance intéressante cette année au CES de Las Vegas, les robots. Bien sûr, les robots, on les attend. Toute l'année 2025, on a parlé de ces robots humanoïdes qui étaient présentés en Chine, aux États-Unis, etc. Eh bien oui, ils sont là au CES de Las Vegas. Alors, pas forcément les mêmes marques d'ailleurs. C'est un peu, on a l'impression, c'est un peu les sous-marques, entre guillemets. Mais c'est pas inintéressant. J'ai vu des robots chinois, bien sûr. J'ai vu des robots américains. J'ai vu des robots allemands. Donc, il y a des robots européens. Et c'est pas mal parce qu'on voit qu'il y a vraiment plusieurs degrés de développement dans la robotique. C'est pas le tout de faire un robot humanoïde. Encore faut-il qu'il tienne debout. Et j'en ai vu aussi qui étaient couchés parce qu'ils s'étaient cassé la figure. Ou bien d'autres qu'il fallait suspendre à un portique parce qu'en fait, ils n'étaient pas encore capables de marcher seuls. Et puis, en réalité, en tout cas, je n'ai vu aucun robot totalement autonome. Mais à chaque fois, c'était des robots pilotés, télécommandés par un opérateur, en fait. Quand un robot vous fait coucou, eh bien en fait c'est que quelqu'un a appuyé sur un bouton pour vous faire coucou. Bon, ça c'est le côté un petit peu décevant. La robotique humanoïde avance, on sait que c'est très compliqué. 2026 sera sans doute très intéressant à ce niveau-là. Mais en tout cas, les robots humanoïdes, oui, il y en a au CES de Las Vegas. Il n'y a pas que des robots humanoïdes. Il y a également des robots aspirateurs pour la maison. Eh oui, alors ça c'est aussi un gros sujet parce que là on est vraiment dans du marché
lucratif, ça a commencé, le robot humanoïde. Donc, on a pu voir, par exemple, ceux de la marque américaine Dreamy, ces robots aspirateurs, ces aspirarobots avec un petit bras télécommandé qui sort et qui peut aller ramasser quelque chose, ou bien au bout duquel on peut mettre un accessoire pour aspirer dans les coins. Et oui, car le robot humanoïde, pas du tout humanoïde, le robot aspirateur, c'est un gros galet qui ne peut pas passer partout, sauf si vous lui mettez un bras avec une petite brosse au bout, vous savez, comme si on tenait soi-même son aspirateur, et bien là, il peut aspirer dans les coins, et c'est plutôt pas mal. Et puis, sans oublier les robots qui montent les escaliers. Et oui, ça, on l'avait déjà découvert l'année dernière, c'est des robots qui sont capables de il y a plusieurs technologies pour faire monter un escalier à un robot aspirateur. Soit c'est les roues qui s'élèvent, ils s'élèvent au-dessus des roues, comme je ne sais pas si vous avez connu la voiture CX qui était capable ou la DS plus exactement, qui était capable de monter grâce à des amortisseurs comme ça, elle s'élevait. Soit technologie assez bizarroïde, où l'aspirateur est embarqué dans un autre petit chariot à roulettes, robotisé aussi, qui lui va monter les escaliers. Bon, c'est un peu particulier ça. Et puis il y a aussi des robots compagnons. C'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas faire le ménage, mais ils peuvent vous tenir compagnie, notamment pour les enfants. Et ça, c'est un vrai concept. Et j'ai rencontré le Français Christophe Hierolymos de la société chinoise TCL, qui nous parle du petit robot de compagnie pour les enfants développé par TCL. Alors, ce petit robot s'appelle Amy. On en est à la 2e génération. Donc, c'est un petit robot qu'on voit ici. Alors, comment le décrire ? On dirait un œuf sur roue. Alors, un gros œuf sur roue, et à l'intérieur... Ça, c'est son véhicule. Ah, c'est son véhicule. Le robot, il est là. Le robot, c'est la petite chose à l'intérieur. Exactement. Donc... Amy est là et il utilise son petit véhicule pour se déplacer. C'est aussi une tête d'œuf, pardon, mais... Enfin, une forme d'œuf. Une forme un peu arrondie, parce que c'est un compagnon, en fait. D'accord. L'idée, c'est que c'est un compagnon. Qu'est-ce qu'il fait ? Qui est là pour interagir. On est dans le ludique. Qu'on s'entende bien là-dessus. L'idée, c'est d'avoir un compagnon avec qui on va pouvoir échanger, partager des émotions, avoir une discussion, poser des questions. On est vraiment dans le cuddle, on est vraiment dans le côté sympathique. Il ne va pas ranger les jouets dans la chambre. L'idée, c'est pas du tout celle-là. L'idée, c'est pas du tout celle-là. Il va rien ranger du tout. Il va simplement interagir avec des personnes qui sont autour de lui, en discutant, en ayant des conversations, en ayant des réactions un peu émotionnelles. Il a des petites oreilles, là, il bouge. Il bouge, il va réagir. Alors ça, on sait que le marché chinois est très réceptif, je crois. Est-ce que vous pensez qu'en Europe, en France notamment, ça va prendre ce type de choses ? On en discutait récemment avec un certain nombre d'opérateurs télécoms qui ont leur propre vision du marché, et on se posait la question de savoir est-ce que ça allait devenir un réel marché dans les années à venir. Et il y a un consensus sur le fait que ça va devenir quelque chose de commercial. Il va y avoir un marché sur la robotique. Alors, pas que la robotique comme ça, un petit peu companionship, mais la robotique au sens large. Et nous, TCL, on est en train de travailler sur des solutions où on essaie d'intégrer toutes nos technologies. Là, en l'occurrence, c'est de l'intelligence artificielle, c'est... Oui, pour que tous ces robots puissent se parler entre eux, etc. Et puis surtout, pour adresser des verticaux différents. Là, on est, je le disais, sur le vertical companionship, mais il y a d'autres idées sur lesquelles on est en train de travailler. On pense que c'est réellement un marché qui, dans les années à venir, va grossir. Bien évidemment, d'abord en Chine. Ensuite, petit à petit, ça va arriver sur le marché nord-américain et en Europe. Et nous, TCL, on veut être un acteur dans ce domaine-là. Voilà, le petit robot compagnon, une tendance qui monte. L'avenir nous dira si effectivement, comme le pense TCL, ça peut aussi devenir une réalité sous nos latitudes. Monde numérique. Du robot à la maison à l'intelligence artificielle à la maison, il n'y a qu'un pas, évidemment. Et ça, c'est une tendance forte, on va dire, chez pas mal de constructeurs, enfin en tout cas chez ces grands constructeurs qui font un peu de tout et qui impulsent les tendances. Je veux parler de ces fameux LG, Samsung, Hisense, TCL, etc. Ce qu'on pourrait appeler l'IA domestique, alors ça s'appelle en anglais AI Home, c'est l'idée de mettre de l'intelligence artificielle
artificielle partout. Alors tenez-vous bien, vraiment partout. Dans les réfrigérateurs, dans les climatiseurs, dans les chaudières, dans les radiateurs, et puis bien sûr dans tout ce qui est divertissement, télévision, éclairage, sécurité, etc. En gros, c'est un petit peu le deuxième âge de la domotique. Le premier âge, c'était la connectivité, comment faire communiquer et connecter tous ces équipements. Maintenant, on veut qu'ils communiquent ensemble et qu'en plus, ils communiquent de manière intelligente. Donc, une notion de hub, une notion de réseau, en fait. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, par exemple, ce scénario montré par Samsung, vous voyez dans une émission de télé une recette de cuisine qui vous plaît, hop, d'un clic, cette recette va être envoyée à votre four ou à votre réfrigérateur et vous n'aurez même pas besoin de la taper, elle va suivre tout ça. Bon, honnêtement, on est quand même un peu dans le storytelling marketing typiquement salon high-tech. C'est joli, ça fait rêver. Est-ce que demain, ça va arriver chez nous ? Est-ce que ça va... Alors, chez nous, en France, il faut voir les choses en face. On est quand même rarement en avance sur ce genre de pratique. Donc, est-ce que ça va arriver même dans les foyers en Asie, qui eux, sont beaucoup plus évolués là-dessus ? Il faut voir. Il y a déjà des choses qui sont réelles, mais on a quand même un peu l'impression que ça enferme un petit peu le consommateur dans des scénarios prédéfinis qui, à mon avis, sont parfois un peu éloignés de la réalité. Mais enfin, en tout cas, ça existe. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ces constructeurs aussi sont des fabricants de télé et du coup, ils veulent se servir de cela pour remettre la télé au centre du foyer, qu'elle ait un nouveau sens, un nouveau rôle, et notamment cette notion de hub, c'est-à-dire que l'assistant intelligent, vocal, etc., communicant, ça pourrait être aussi la télévision, donc des écrans partout dans la maison, allumés en permanence, avec lesquels on dialoguerait, on pourrait demander c'est quoi mon prochain rendez-vous, quel temps fait-il, est-ce que il va neiger aujourd'hui, etc., etc. Et il saura tout sur tout, parce qu'évidemment tout ça sera interconnecté. On lui demandera la météo, il nous dira surtout qu'il n'y a plus de beurre dans le frigidaire et qu'il faut aller en acheter. C'est ça aussi peut-être l'intelligence artificielle à la maison. Et on continue ce petit tour d'horizon, cette visite du Convention Center de Las Vegas à l'occasion du CES 2026, avec un coup d'œil sur tout ce qui touche à la mobilité. Car depuis plusieurs années, le CES est presque devenu un salon de l'auto, en tout cas un salon de la mobilité. À chaque fois, des marques de véhicules se montrent, plus ou moins d'ailleurs, cette année, peut-être un peu moins que d'habitude. Il y avait beaucoup de vélos, mais toutes sortes de vélos. Quand je dis vélo, c'est un peu réducteur, parce que des engins à 2 roues, on va dire, mais de toutes sortes, électriques, pas électriques, grands, petits, pliables, relookés, etc. Là encore, allez voir la vidéo pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Mais en matière de mobilité, il y a un stand qui a intéressé pas mal les visiteurs, c'est celui de Sony. Sony qui a présenté sa nouvelle voiture. Et oui, quand je dis Sony voiture, ça peut surprendre, mais en 2020, Sony a dévoilé un prototype de véhicule. Et là, tout le monde était surpris. Alors, à l'époque, ils avaient expliqué que leur intention n'était pas de se transformer en constructeur automobile, mais que c'était un peu une plateforme pour imaginer la voiture de demain et puis surtout pour mettre à profit toute leur technologie, tout leur savoir-faire en matière de capteurs, de divertissement, etc. Depuis, cette histoire dont on pouvait penser à l'époque que c'était un peu un coup d'épée dans l'eau pour se faire remarquer, Sony allait pas très bien, peut-être que c'était une espèce de baroud d'honneur. Eh bien non, 6 ans plus tard, il continue. L'histoire continue, elle s'est renforcée. Sony s'est associé à Honda dans une entreprise qui s'appelle maintenant SHM, Sony Honda Mobility, et ils sortent un nouveau prototype. Jusqu'à présent, aucun de ces véhicules n'a été commercialisé, mais là, ça devrait être le cas en 2026 avec la Afeela. Drôle de nom, donc A-F-2-E-L-A. Afeela, très belle berline, qui coûtera un bras, voire 2 bras, aux environs de $90 000. Elle est magnifique, je l'ai vue, je me suis approché, j'ai tourné autour, j'ai regardé dedans, etc. Des écrans partout. La force de Sony aussi, c'est le divertissement, donc PlayStation à bord, possibilité de regarder des films, le catalogue Sony, bien entendu. IA conversationnel, le Afeela Personal Agent, un assistant qui sera basé sur OpenAI, apparemment,
pour dialoguer, donc ChatGPT, pour dialoguer avec la voiture, à la fois pour gérer la navigation, le divertissement, pas pour gérer les freins ou l'accélération, hein, c'est pas l'ordre du jour. Donc, intégration totale de la technologie, des caméras partout, des petits afficheurs LCD et écran dans le pare-choc, en tout cas dans la calandre avant, c'est joli comme tout. Mais il faut toujours se méfier entre ce qu'on voit sur les salons, parce que depuis 6 ans, malgré tout, ce véhicule Sony, qui a connu plusieurs évolutions, mais qui là devrait être relativement une version finale, c'est d'abord un produit de salon. Hein, voilà. Donc, Afila. Allez, je termine rapidement côté mobilité avec des trucs amusants aussi. Des super mobilhomes, et notamment sur le stand de la société américaine AC Future. Ce sont des super caravanes, hyper design, hyper luxe. Alors, ça ne nous parle pas tellement en Europe, ce genre de choses, parce que d'abord, il n'y aurait pas la place de mettre ça sur nos routes. Mais aux États-Unis, c'est un peu plus répandu. Vous prenez un truc que vous pouvez remorquer en voiture qui fait, avec une surface au sol d'environ 17 mètres carrés. Bon, c'est déjà un bel engin, une belle grosse caravane. Mais vous la posez, vous la dépliez et vous vous retrouvez avec presque 30 mètres carrés habitables. Hyper design de l'extérieur, hyper design de l'intérieur, de la technologie partout pour gérer l'énergie solaire, la batterie, etc., etc. Voilà, bon, c'est pour les usages très particuliers, mais il y a un marché parce que je les avais déjà vus l'an dernier et ils étaient là encore cette année. AC Future, impressionnant. Et là encore, allez voir donc les images en vidéo à la fin de la semaine sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Voilà, épisode un peu long aujourd'hui pour ce 3e jour du CES de Las Vegas. Visite débridée du LVCC, le Las Vegas Convention Center. Vous l'aurez compris, pas de nouveautés véritablement disruptives. On ne réinvente pas la roue. Une confirmation des tendances, une innovation tranquille, mais c'est toujours bon à prendre. Demain, je vous emmène au Venetian Center et à l'Eureka Park. C'est l'autre partie du CES où il y a notamment toutes les startups. Ne ratez pas les autres épisodes sur le fil du podcast Monde Numérique, sur la chaîne YouTube et puis sur le site mondenumérique.info. Regardez également notamment notre balade avec mon camarade Bruno Guglielminetti en véhicule autonome Zoox. Une vidéo spéciale où on se balade, on fait Las Vegas by Night conduit par un robot, c'est très sympa. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour la visite du Venetian et de l'Eureka Park, et puis en fin de semaine pour un récap complet du CES 2026 dans l'hebdo, plus une vidéo récapitulative. Cet épisode vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Salut, à demain.